Bonjour à tous et bienvenue à Idées en évolution et j'en profite pour vous remercier ceux qui sont avec nous depuis le début ou ceux qui se sont joints à nous plus récemment. Je suis Philippe Labrec, le réalisateur et l'animateur d'Idées en évolution et je profite également de ce moment pour vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura des abonnements payants offerts à ceux qui veulent bien m'appuyer. Ceci est fait pour assurer la pérennité et la croissance du balado. Donc, on est à cette étape là, de l'évolution, d'idées en évolution, si je peux dire. Donc, merci d'avance à ceux qui voudront se joindre à moi dans cette aventure et m'aider à faire croître le balado. Pour ceci, vous pouvez cliquer sur le bouton « Se joindre » au sein même de YouTube ou le bouton « Buy me a coffee » ou le lien plutôt « Buy me a coffee » qui sera inclus dans la description. Merci d'avance encore une fois et maintenant, à l'entretien. Je vous cite. La notion de différence québécoise repose sur le postulat qu'il existe une différence non seulement de degré, mais de nature entre le Québec et le reste du Canada. Cette différence substantielle se manifeste tant dans son volet individuel que collectif. Je pose la question relativement simple. Quelle est donc cette différence substantielle? Le passage dont tu parles, se trouve dans la section méthodologie. C'est un postulat interprétatif que j'utilise pour analyser les données. Dans le fond, en tant que chercheur, je dis voici comment je me positionne, à partir de quoi je fais regarder les données, puis dire que la différence québécoise, c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. C'est un peu dire, moi, je ne considérais pas le Québec comme une communauté au Canada, mais comme une nation. Puis une nation parce que son foyer national se trouve où il se trouve le territoire du Québec, donc le Saint-Laurent, etc., alors qu'une communauté canadienne, par exemple la communauté chinoise, la communauté mexicaine, a un foyer national qui est extérieur au territoire du Québec. Donc ça, c'est une différence qui m'apparaît assez fondamentale avec une position qui pourrait dire, bon, ben le Québec, c'est une des communautés du Canada, puis il n'y a pas tellement de différence. Puis c'est une opinion qui n'est pas tellement populaire, je dirais, au Québec. Si je peux me permettre, est-ce que ça aurait été possible que les résultats furent que finalement, il n'y a pas de différence? Je sais qu'on arrive à la conclusion opposée de ce que je viens de dire, mais admettons là, qu'on est purement objectif, on se lance dans la recherche, puis on se rend compte que finalement, les différences entre le Canada anglais et le Québec, par exemple, sont plutôt des nuances que des différences fondamentales. Est-ce que ça aurait été un résultat possible? Bien, c'est une question intéressante. Je dirais qu'on n'aurait pas fait de recherche s'il n'y avait pas eu de différence, en fait. Parce que l'initiative est venue du fait que les différences québécoises, ils se retrouvaient un petit peu partout dans l'actualité. On voyait dans une nouvelle qui parle, je ne sais pas, des familles, une nouvelle qui parle de l'immigration. Il y a toujours une différence québécoise. On ne la voit pas, ce n'est pas nécessairement ce qui ressort le plus, mais ce que j'ai constaté, puis dans l'introduction, on en parle, c'est que dans tous les médias, à tous les jours, il y a une petite différence québécoise qui se retrouve là, qui se retrouve là. Puis l'originalité du travail, c'est pas d'inventer des différences. Je pense que tout le monde l'a remarqué, en fait, au Québec. Puis, non, ça revient souvent, mais c'est la première fois que c'est réuni dans un ouvrage. Vraiment mis ensemble. C'est la force de l'ouvrage, en fait. Tracer un sens à travers ça, sans parler à leur place, qui est un exercice en soi, parce qu'on a toujours une envie de leur faire dire des choses qu'ils ne disent pas. Donc, on essaye de rester le plus proche possible de ce qu'elles sont et d'essayer de tracer un peu le portrait de ce que c'est le Québec en fonction de l'information qu'on a, qui est toujours une information qui est imparfaite parce que c'est comme un instrument là, de mesure. On n'a jamais la perfection avec ça. Donc, la conclusion n'aurait pas pu être qu'il n'y a pas de différence. En fait, s'il n'y avait pas eu de différence, il n'y aurait juste pas eu de recherche, tout simplement comme celle-là. Parfait. Vous utilisez les sondages quand même assez souvent dans l'ouvrage comme source de données, mais aussi pour interpréter l'opinion publique, comme tous les sondeurs, ce qui est absolument normal. Mais il n'y a pas un risque à utiliser beaucoup les sondages pour déterminer, j'allais dire, l'âme d'un peuple. Là. C'est peut-être, je vais un peu loin ici, dans le sens que les gens disent tout et son contraire, ce qui n'est pas anormal, parce que c'est pas des... Au quotidien, les gens ont les pensées et les croyances qu'ils ont. Ils n'ont pas été constamment être rationnels et... cohérent 24 heures sur 24, là, tout à fait. Ceci dit, qu'on utilise des sondages pour peindre le portrait des Québécois, ça implique un certain risque, non? Ben, c'est une question d'ordre méthodologique super intéressante, super pertinente. Par où commencer? Déjà de dire que, comme on l'a mentionné un peu plus tôt,
les données de sondage, c'est à peu près 1/3 de toutes les données de ma base de données. Il y a environ un 10% qui correspond aux politiques publiques, puis le reste, environ 57%, c'est ce que j'appelle les résultats sociaux, donc ce qu'on mesure des effets des politiques publiques, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, les données de sondage, c'est ce que j'appelle l'opinion et le comportement politique. Je pense que ça a une valeur quand même en soi, parce que on peut dire ce qu'on veut sur le Québec, il est comme ci, le Québec est comme ça, mais quand les Québécois se comportent d'une certaine façon, puis que les résultats de sondage, aussi imparfaits qu'ils soient, le rapportent, puis surtout lorsqu'on a plusieurs sondages de firmes différentes qui confirment la même chose, mais ça parle d'une manière d'être des Québécois qu'on ne qualifie pas nécessairement, puisque on va dire, par exemple, que les Québécois sont, je sais pas, sont moins généreux. Puis là, on voit que à travers les impôts, bon, c'est pas un exemple de sondage parce que les impôts, on peut le mesurer comme résultat social, mais on voit que, c'est une autre manière d'interpréter la question de la générosité, parce qu'il donne beaucoup plus d'une autre façon, de façon collective, par exemple. Puis, est-ce qu'il y a, oui? j'ai envie de dire, une donnée ou un sondage ou une série de sondages qui forment une grande différence québécoise auquel vous attendiez pas? Parce que vous parlez de plusieurs sujets. On parle de la famille, à la religion, à l'immigration, au vivre ensemble, à la santé, la répartition des richesses également. Là, vous ratissez large. Je vous dirais qu'à la lecture de la chose, la plupart me semblaient, là, en créant un lien justement avec les différentes nouvelles qu'on voit au fil du temps, assez quand même évident, dans le sens qu'on le voyait, mais là, on réussit à avoir l'image globale. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a surpris auquel vous ne attendiez pas? Je peux en donner quelques-unes. Au-delà des sondages, en fait, en général, dans les données, ce qui peut apparaître étonnant, c'est que Montréal, quand on compare avec les grandes villes dans le monde, Montréal, c'est une des villes qui a le moins de trafic dans le monde. Ça, on le sait si on voyage, j'allais dire. Mais c'est vrai que quand on vit à Montréal, au Québec, Montréal est pire que les autres villes du Québec. Là, mais pour avoir traversé Manhattan en voiture à quelques reprises, là, c'est sûr qu'on se compare mieux. Ouais. La moitié des piscines au Canada se trouvent au Québec aussi. Ça m'a surpris. Comment on explique la chose? Je peux pas donner d'explication parce que la recherche ne va pas jusque-là. En fait, c'est ça l'intérêt de cette recherche-là, à mon avis, c'est qu'on a plein d'informations comme celle-là qui permettent d'aller faire plus de recherches, d'expliquer des phénomènes comme celui-là. Puis, ce qui est intéressant des piscines, puis je vais peut-être essayer de donner une tentative de réponse, mais ça va être OK, on pourrait le dire. Mais ce qui est intéressant des piscines avant ça, c'est que ça peut paraître drôle là, comme élément, mais j'avais l'élément des piscines dans un article, puis dans un autre article, j'avais le Québec, c'est là où il y a la moitié des noyades au Canada. Puis la personne, la Croix-Rouge interviewée, a dit « je pense que c'est parce que le Québec est plus pauvre qu'il se noie plus. » Alors que quand on connaît la statistique des piscines, on fait 1 + 1 = 2. C'est malheureux qu'il y ait plus de gens qui se noient au Québec, c'est une évidence. Mais c'est quand même plus logique, compréhensible lorsqu'il y a plus de piscines. Une autre statistique, c'est que le Québec consomme beaucoup plus d'eau que le reste du Canada. Puis là, l'explication qu'on donne dans la nouvelle, c'est de dire, les Québécois gaspillent plus, ils arrosent leur asphalte. Puis là, on a une espèce de ton un peu dénigrant, encore une fois, alors que quand on l'associe à la donnée des piscines, ça tombe sous le sens. Fait qu'une petite donnée comme celle-là, lorsqu'elle est croisée avec des données qui ne sont pas nécessairement croisées, ça offre beaucoup de sens. Est-ce qu'on peut, à la limite, même faire un lien avec le côté plus redistributif du Québec avec un État-providence plus fort? Autrement dit, dans une société inégalitaire, vous avez des gens qui ont des piscines creusées, des gens qui n'ont pas de piscine. Dans une société plus égalitaire, vous avez beaucoup de gens qui ont des piscines hors terre. Ça, c'est un bon point. J'avais même pas pensé, mais effectivement, c'est des piscines hors terre aussi. Je pense que la statistique que je mentionne dans l'ouvrage, c'est les piscines en général, mais dans la banque de données, si je me souviens bien, il y a une statistique qui parle vraiment des piscines hors terre. Donc, autrement dit, la social-démocratie, c'est la redistribution des piscines hors terre. Voilà la définition concrète de la social-démocratie. C'est super intéressant, puis c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir. Moi, mon explication, elle n'était pas la même que celle de Guillaume, mais il faudrait faire des recherches les piscines hors terre? Pour démontrer les piscines. Pour moi, je pense que ça vient de nos origines qui étaient méditerranéennes. On avait un rapport à l'eau.
quand on était Ou en La France, qui est Rochelle, ou peut-être Atlantique, plus, La Rochelle. qui était plus peut-être. proche de l'eau qu'en Angleterre, par exemple, parce que la comparaison, on le sait, c'est avec le reste du Canada. Puis, mais c'est pas juste les piscines hors terre, parce que la ville de Montréal, c'est la ville au Canada, dans les grandes villes, qui a le plus de piscines par habitant aussi. Ouais. Donc, on se baigne plus. Ouais. Fait que, Piscine privée, on c'est parle. peut-être un peu les deux, ça peut être plus... Piscine privée ou mais le public, ou les deux? public. C'est la ok. ville de Ah ouais, Montréal. ok, la Merci de le préciser. C'est la ville de Montréal. Ça, j'ai une statistique dans la banque de données sur les piscines dans les villes, pour les municipalités. Puis il y a plus de piscines à Montréal que dans le reste du Canada. Puis c'est ça, ce que je disais, c'est dans le fond, en Grande-Bretagne, il fait plus froid, il pleut, il fait pas beau. Fait que les gens ont peut-être moins l'habitude. C'est Ouais. peut-être quelque chose qui a perduré dans le temps. Mais encore une fois, c'est le genre de choses qu'il faut aller vérifier, qu'il faut aller voir. Rappelons que toutes les données, donc à peu près 1000 statistiques, vont être disponibles sur un site web aussi. Hein? Oui, exactement. Qui va être dévoilé là, le 20 mai